Claude, nous sommes donc dans les loges. Pour le père de l'éloge de la perturbation, ça tombe bien. Perturbation, je reviens à ce que tu disais sur une culture exigeante. Et face à une culture, on va dire, de consommation, comment on ouvre les portes de cette culture exigeante aux étudiants, au monde universitaire, et en même temps à un public plus large? Je te pose la question parce que tu dis qu'il y a un effet paradoxal. Lorsqu'en 82, Jack Lang fait une aide à la création artistique et culturelle avec les collectivités, il y a une profusion de propositions, mais tu dis qu'il y a un effet paradoxal. Plus il y en a, moins on y participe. Comment tu expliques ce phénomène? Le problème, c'est que, bon, culture exigeante, pas, entendons-nous sur les mots. Moi, la description que j'ai toujours faite de la culture, c'est que la culture, elle est en trois. Il y a la culture cultivée, il y a la culture populaire, hein, et il y a la culture de masse. La culture de masse qui n'a rien comme contenu a priori, si ce n'est que c'est un mode de production et de diffusion avec les industries culturelles et qu'elle pique dans les deux autres pour faire ce qu'elle est. Que notre problème à nous, quand on veut faire du développement artistique et culturel, c'est d'arriver à concilier les deux, culture populaire et culture cultivée. Hein. Et donc, c'est cette exigence-là qui est au cœur de notre projet, et de résister à la culture de masse. Hein. Ce qui est l'idée, et ce qui est une bataille aujourd'hui un peu perdue, genre, pour reconnaître, hein, dans la mesure où tout a été envahi avec les modifications techniques et technologiques et l'informatique qui est venue complètement gaspiller tout ça. Mais donc, arriver à cette exigence-là suppose qu'il y ait un travail de médiation qui soit fait, et un travail de médiation professionnelle. Je crois beaucoup à la médiation artistique et culturelle. Je pense que la médiation, elle ne peut pas se faire sans lieu de médiation. Et l'Athénéum a toujours été conçu comme ça, comme un lieu de médiation, de surmonter cette barrière. Alors, étant entendu qu'effectivement, dans ce mouvement des trois cultures et ces interférences, il faut qu'il y ait des gens qui arrivent à hiérarchiser un petit peu les choses, à les remettre dans l'ordre, à remettre chacun à sa place, dans sa richesse. La culture populaire est très riche, hein, la culture cultivée aussi, et d'arriver à créer une harmonie qui ne soit pas trop perturbée par ce tiers envahisseur qui est la culture de masse. Et c'était ça qui était... qui déroutait les acteurs culturels et artistiques aussi, hein, c'est qu'on a voulu créer le premier lieu de médiation sur un campus. Ça. Les acteurs culturels disant c'est à nous de faire la médiation, c'est pas à vous, qu'est-ce que c'est que ça, bon. Et bon, la médiation artistique, oui, mais il y a aussi ce travail de médiation culturelle, de mise en relation que l'Athénéum se donnait pour objectif de faire et a réussi à faire. Ça ne s'est pas fait tout seul. Hein. C'était un travail. Hein. On a hésité, on a balbutié. Ce qui nous a sauvés, c'est cette rencontre dont tu as parlé tout à l'heure, qui était cette première rencontre du ministère de l'Enseignement supérieur, et donc qui après nous permettra de refaire une deuxième rencontre au musée d'Orsay. Mais cette première rencontre a débouché sur aussi quelque chose où on a été les pionniers, c'est qu'à ce moment-là, le ministère de la Culture a passé une convention de développement culturel avec l'université. C'était la première. Que d'habitude, les conventions de développement culturel se faisaient avec des collectivités locales. Donc, ce qui assurait à l'Athénéum une subvention qui, à l'époque, n'était quand même pas négligeable. C'était 1 500 000 hein, francs. Francs. Oui, à l'époque, en plus de ces cotisations... ça nous assurait un budget plus le bar, hein, parce que je veux dire qu'il ne faut pas négliger que grâce le bar... à la licence. Ah, grâce à la licence. Que le bar, bon, personne ne me payait du personnel, hein. Donc il fallait tout, sauf une détachée, Jocelyne, qui était bon... Jocelyne Michaud. Oui, et Mireille Gauthier pour ce qui est l'administration et la financement. Les autres, c'était tout payé par nous. Et donc le bar me rapportait, grosso modo, 1 200 000 francs par an. Donc on arrivait à faire un budget grâce à cette fameuse convention dans laquelle justement donc, on reconnaissait le rôle des universités, et c'est à partir de ça qu'on a pu lancer un réseau national dont on a pris la tête
Art plus Université plus Culture, regroupant 50 des universités françaises et soutenant le développement de services culturels au moins, de manière à ce qu'il y ait quelque chose qui répond, quand on prononce le mot culture, qui réponde à l'appel et qui puisse aider les étudiants à accomplir leurs projets. Voilà. Question que je ne t'ai pas posée parce qu'on a compris la résistance d'un rectorat et de professionnels du monde universitaire. Mais les professionnels de la culture, comment ont-ils réagi? Parce qu'ils pouvaient considérer que tu venais empiéter sur leur terrain et que tu pouvais leur faire de l'ombre. Bien sûr. Fort heureusement, à l'époque, sur Dijon, l'ABC ne pouvait pas prétendre... c'était une vieille maison qui avait eu sa noblesse, qui était née dans les années 49-50 et qui avait gardé les mêmes dirigeants jusqu'en 1988, 89. C'était donc, comment dire, réification ou... pour ne pas dire pétrification. Donc, il y avait ça. Pas une patriafication. Non. Et il y avait le théâtre, le Philippi au théâtre municipal qui faisait dans le lyrique, donc l'opéra lyrique, bon, c'était pas gênant. Et en matière d'expo, le musée restait quand même bien cloisonné, il n'y avait que le consortium qui... Les premiers temps du consortium voilà. Sur la place du marché. Voilà. Et chose que j'ai eu par chance quand j'ai relevé le FRAC au début des années 2000, reprendre pour en faire le lieu d'exposition du FRAC à la place où il y avait le consortium à cette époque-là. Donc on sentait ce sentiment de jalousie de l'indifférence dans les grandes structures labellisées, mais on a mis avec nous et on a incorporé dans la stratégie même pour penser les programmes les professionnels de l'art et de la culture qui étaient en rupture de banc avec le système, dont le consortium au premier chef, avec lequel on va faire une association d'étudiants plus le consortium, on va faire tout le programme d'exposition où tous les jeunes, la jeune création va passer. Ming a fait sa première expo là, Bertrand a fait une expo, il n'est pas besoin de ça, Bertrand était déjà consacré. Bertrand Lavier, il était déjà consacré depuis longtemps, mais on a eu tous les grands artistes sont venus là. Pourquoi? Parce que ça les arrangeait, puis ça arrangeait le consortium, on pouvait jouer en doublet. Donc finalement, l'Athénéum est devenu un tremplin. Voilà, c'était aussi cette idée. L'idée de l'Athénéum, c'était la création contemporaine. La pièce la plus ancienne qu'on a dû monter, c'était Maisonneuve qui avait monté ça, Rosenkrantz et Guildenstern sont morts, tu vois, c'était quand même... Mais donc le répertoire de théâtre, c'était La Garce, c'était que des auteurs de... Coltès. Voilà, et en musique, c'était pareil, en danse, pareil, Sidonie Rochon, etc., donc Anne-Marie Reynaud. L'idée était que venir à Dijon était possible pour ces gens-là, alors qu'il n'y avait pas d'endroit... Là, ce que j'avais conçu dans la salle, c'est que c'est vraiment une salle laboratoire, elle est impitoyable. Elle est impitoyable parce que c'est une salle dans laquelle le public est en contact direct avec la scène, il n'y a pas d'espace. Hein. Donc ça ne laisse rien passer. Ça donne aussi une plasticité de l'utilisation de l'espace dans tous les sens qui est considérable. Alors c'est un espace à géométrie variable qui s'adresse justement aux multiples expressions artistiques. Voilà. Des cartes blanches, des performances, des créations chorégraphiques, musicales, théâtrales, des expos, des lectures. Et tu crées à ce moment-là un partenariat avec des compagnies, avec des acteurs culturels de la région. Voilà. Il y a deux formules. Hein. Et on travaille beaucoup à être le durable de l'éphémère, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on travaille, par exemple, on crée des festivals. Hein. On crée Ardence. Avec Malagro, on crée le Festival Nouvelle Scène, qui a été quand même le truc très important pour amener à Dijon véritablement l'image contemporaine, que le Pilouer, qui était notre administrateur, après avoir creusé un gros déficit, s'est sauvé chez l'ennemi et a fait les théâtres en mai sur le modèle de ce qu'il fait avec nous. Dieu de la retraite et son âme, il est en retraite maintenant. Hein, bon. Notre idée, c'était que le moment du festival est un moment instantané, mais que des personnes qui allaient venir au festival, un peu ce qui se fait à Avignon, mais eux, ils ont la Chartreuse pour faire ça, nous, on l'a pas. Hein. Donc, nous, on était un peu la Chartreuse des festivals de Dijon. C'est-à-dire qu'on prenait toujours des gens qui allaient venir produire pour le festival et qui produisaient ici et qui faisaient une résidence dans laquelle ils associaient les étudiants.
Il y a eu des choses absolument fantastiques et on a interféré dans les grandes choses, moi, que j'ai adoré. C'est les 26 000 couverts, tu as peut-être entendu parler. Bien sûr. Ils sont nés ici, hein, d'une réunion que j'avais provoquée entre deux compagnies, le Nyctalope et... plus comment il appelait l'autre. Donc ils s'étaient réunis là à deux dans cette compagnie et ils sont venus en résidence pendant 1 an ici. Ça a été une pure merveille avant de produire les spectacles sur l'extérieur. Et donc ils intervenaient dans les amphis avec un cycle de fausses conférences qui a été un grand moment. Ils avaient inventé un personnage qui était Raoul Ouette, qui était un savant de grand renom qui avait enseigné à Dijon, et qui, comme tous les gens de grand renom qui avaient enseigné à Dijon, avait été obligé de s'exiler à l'étranger pour que ses travaux puissent être pris en compte. Mais il revenait sur le lieu de ses forfaits initiaux, et il faisait une conférence sur... Raoul Ouette travaillait beaucoup sur Roland Barthes et jouait sur les mots. Et alors, donc, il faisait sa conférence très sérieuse, puis après, ça sombrait. Alors, les étudiants n'étaient pas prévenus. Le prof devait dire qu'il laissait la place à un conférencier prix Nobel et tout. Et alors, au début, c'était très sérieux. Il y avait des bonnes références à Roland Barthes. Les gens prenaient des notes. Puis d'un seul coup, ça devenait de plus en plus difficile de prendre des notes parce que ça devenait carrément délirant. Puis à la fin, ça explosait, montait sur l'estrade. Alors il y avait du désert au dessert, c'était magnifique. Et ils avaient fait quelque chose que je ne pourrais plus faire maintenant, mais qui a eu un succès qu'ils ont fait tourner après, ensuite. On a fait pour Noël une crèche vivante. Il y avait une crèche vivante qui était installée devant la fac de droit. Très belle crèche, une espèce de caresse, très jolie. Et dedans, ce qui était le clou, c'est qu'il y avait Saint-Joseph qui était assis là, d'un côté, la Sainte Vierge de l'autre, et à la place du petit Jésus, vous pouviez vous coucher dedans, juste la tête sortait, et vous pouviez faire le petit Jésus, faire prendre une photo de vous en petit Jésus. C'était un grand moment, ça. Voilà, donc c'était ça notre travail, un peu. C'était une sorte de relais entre ces moments phares qu'étaient les festivals. Est-ce que la réussite de l'Athénéum pendant ces années-là a fait fléchir l'administration réticente? Côté culture, on a été soutenu impeccablement. Même maintenant, il continue, je pense, donc il n'y a pas de problème. Côté universitaire, ça s'est banalisé, ça a été admis, malgré des petites horreurs, comme tu vois tout à l'heure, le bâtiment de la maison d'étudiants en face, qui ont été mis là par une vice-présidente malveillante à mon égard. Et qui avait qu'une peur, c'est que j'utilise cet espace-là pour finir le cercle de l'Athénéum. Ça, je l'aurais fait. Oui, mais elle ne connaît pas le profil d'un escargot, il ne continue pas. Non. Il peut éventuellement baver, mais laisser une trace. C'est ça qui lui faisait peur, peut-être. Ouais. La bave de l'escargot. Oui. Et donc, elle a toujours dit qu'elle a fait poser par le même architecte, le regretté Bernard Lenz, cette maison d'étudiants en travers, alors qu'avant, on avait les murs de la maison d'université faits par Patrick Berger, sur lesquels on projetait en grand. J'avais acheté un énorme vidéoprojecteur, les premières bêtes qui étaient longues comme 3 mètres de long, et on projetait avec une grande netteté sur les panneaux de la maison de l'université des films. C'était bien. Bon, maintenant, plus possible, il y a eu cette horreur-là entre nous, quoi, voilà. Mais donc, à part des accidents comme ça a été retenu. En revanche, les milieux culturels se sont recroquevillés sur leur... à même mesure que se développaient à Dijon des lieux de culture qui n'existaient pas jusque-là, l'Athénéum est apparu comme moins essentiel et les artistes sont comme tous les troupeaux, ils ont besoin d'aller là où il y a de la nourriture pour être satisfaits. Donc c'est devenu plus difficile. Hein, plus difficile. Et surtout, ce que je pense, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'était le fait que la population étudiante a changé beaucoup. Elle a beaucoup changé sur le plan de ses goûts et de ses attentes culturelles. Hein. Là, tu dénonces le numérique, les méfaits du numérique en disant ça? Oui. Des faits du numérique non régulés, oui. Parce que le numérique a été très profitable aussi à la création. Bien sûr. Non, mais je ne discute pas du point de vue des artistes, je parle du point de vue de des pratiques. Ouais. On détourne plus facilement vers le jeu. Hein. Claude, si on parle de la programmation et de la vie de l'Athénéum, tu enseignes le droit, Sciences Po, la communication, vice-président de l'université, tu as du temps pour t'occuper de l'Athénéum? Oui, c'était assez... président de la radio, n'oublie pas ça. Président de la radio. D'ailleurs, la radio, quand même, Radio Dijon Campus, qui était ma première radio. Merci, patron. Oui, je me souviens de toi à ce moment-là. Tu parlais de médiation, c'était l'amplificateur de l'Athénéum, entre autres. Oui. Hein?
Mais Enfin, à l'époque, on était installé au-dessus, dans un local que j'avais volé, parce que c'était l'UNEF qui était là-dedans. Et un jour, ils se sont battus entre deux factions, une faction trotskiste et une faction néo-stalinienne, et ils ont foutu le feu dans la salle. Bon, donc, moi, ça m'arrangeait. J'ai dit, c'est absolument pas prudent de vous laisser des locaux comme ça. Donc, on va leur prendre, ils ont piqué. On est allé à Carrefour chercher les boîtes à œufs, les trucs dans lesquels on met les œufs. C'est excellent pour l'acoustique. Et on a fait tout le studio en boîte à œufs comme ça. On a installé l'antenne en passant par les souterrains de là. Parce que ce campus a été techniquement bien fait, en sens qu'il y a, parcourant tout le campus, des souterrains. Et il y a un souterrain notamment qui va de la fac des sciences, où il y a toutes les galeries, où il y a tous les conduits électriques et tout, et qui va jusqu'au pied de la tour de la BU. Quand on est arrivé au pied de la tour de la BU, on est arrivé avec nos câbles, on est monté, on a mis notre émetteur au-dessus de la tour, là-haut. Hein. Cette tour emblématique. Je pense que c'est pas assez connu, puis il faudrait qu'il y ait vraiment des visites de fait de ça. Le campus de Dijon est un point idéal pour comprendre ce qu'est la Bourgogne. J'ai montré ça. Le toit de la bibliothèque. Le toit de la bibliothèque, oui. C'est le point culminant de l'endroit. Hein. Vous êtes là, et en face de vous, vous montez sur ce toit. Vous venez à la rambarde, j'ai promis que je le ferais faire à Philippe. Je le faisais faire à tous, et notamment à tous les architectes, à tous ceux qui avaient à penser à... Certains sont tombés, d'ailleurs. Non, ils n'ont pas voulu. Et donc, ça aurait pu être un beau symbole, mais non, donc on s'accroche à la table. Et donc, on a devant soi, quand on regarde vers le sud, on n'a rien, plus rien. Il y a comme un immense vide qui va jusqu'à la Méditerranée, c'est le couloir rhodanien, qui finit là. Il vient mourir là, sur les contreforts du plateau de Langres. C'est pour ça que vous avez tendance des retombées de sable qui arrivent ici, et qu'il y a des effets et qu'on a ce climat qui nous permet d'avoir le meilleur vin du monde, il faut reconnaître. Donc vous avez ça, à droite vous avez la côte, à gauche vous avez le Jura. Donc vous comprenez que la Bourgogne, c'est l'endroit, c'est le point de tangence entre le monde du Sud et le monde du Nord. Hein. Et donc c'est ça par rapport au fait que donc on avait utilisé ces souterrains pour installer la radio. Hein. Et donc effectivement, après j'ai pu, quand l'Athénéum a été construit, réinstaller un studio là. Et puis après, la dernière période, ils ont utilisé le bout où il y avait la halte garderie autrefois et une partie des salles d'exposition. Voilà. Donc j'en reviens à la programmation. Le temps que tu passes quand même à programmer, parce qu'on a l'impression que les choses se sont faites vraiment avec force pour trouver une brèche et se trouver une place, que finalement c'est peut-être un peu bricolé comme l'antenne, l'émetteur de Radio Dijon Campus. On est sur un lieu professionnel. Moi je me souviens des concerts, Ralam et autres, les premiers grands concerts, on est dans un cadre hyper professionnel. Oui. Tu n'étais pas formé à ça? Non. Oh, j'étais comédien, donc j'étais, pour ce qui était de la... Oui, mais un saltimbanque. Un saltimbanque. Oui, non, j'étais comédien, j'ai hésité à un moment, jusqu'en 72, savoir si je ferais ma thèse ou si je continuerais. Mais j'en avais un peu marre d'être comédien, parce que pour une raison que je n'ai jamais compris, tous les grands metteurs en scène avec qui j'ai travaillé m'ont toujours désigné pour faire des rôles comiques. Je n'ai jamais pu avoir un rôle tragique, et c'est absolument... au bout d'un moment, c'est désolant, quoi, parce que sans rôle tragique, vous ne devenez pas un grand comédien. Il faut regarder Depardieu. Bon. S'il n'y avait pas la tragédie de l'ivresse, il serait pas là. Bon, alors donc, bref... Oui. Et donc la programmation. La programmation. La programmation, alors, voilà. C'est que j'ai essayé de me comporter comme j'aimerais que le président de la République se comporte. Hein, c'est-à-dire qu'il est à la fois celui qui dirige la maison, donc qui orchestre, mais qui en même temps délègue énormément et met en partition des choses que des équipes en pleine liberté peuvent faire. J'ai eu la chance d'avoir cette équipe-là. Hein. Équipe interne avec Jocelyne, qui avait commencé avec moi à la radio, avec Mireille, avec Mougel, avec... bon. Donc, et ces équipes-là se mettaient en cheville avec des professionnels de la musique, du théâtre ou des arts plastiques. Donc le consortium participait directement, Xavier, avec l'association étudiante Artis Université, pour la programmation des expos. Serge Moine au départ. Les premières expos ont été faites, des enseignants qui s'impliquaient. Bon, il y avait là, en musicologie, il y avait Durnay. Donc direction, délégation. Délégation, voilà. Avec des moments forts qui ont été déterminants. Est-ce que
tu as gardé une mémoire vive encore des grands événements qui ont jalonné ces 40 ans. Ah oui, bien sûr, oui, oui. Hélas, il y a pas mal de témoignages qui sont perçus, mais j'ai un grand souvenir des 10 ans de l'Athénéum. Les 10 ans de l'Athénéum. On avait fait un catalogue, je ne sais pas si tu l'as peut-être pas vu, mais un beau catalogue. On a fait une rétrospective sur tous les artistes qui étaient passés, qui est tout à fait révélateur de ça. Et à ce moment-là, je me souviens, sur fond de polyphonie corse que j'avais fait venir, on a fait moi, j'avais écrit un truc qui s'appelait 95 versets très sataniques, machin, pour raconter les gens qui étaient venus et tout. Et puis, il y avait toute une série d'expressions de théâtre, de gens qui étaient venus. Novarina est revenu, Marcon est revenu, comment il s'appelle, cet acteur qui est mort il y a peu de temps, que j'aimais bien, qui avait une voix très grave, qui a fini un peu cubéni, mais... Lonsdal. Lonsdal, oui. Lonsdal avec son copain Pierre, qui venait nous réciter des trucs cochons là. C'était drôle, j'aimais bien ça, j'aimais bien cette voix sépulcrale. Et, hein, c'est naturel qu'ils finissent dans la religiosité avec une voix pareille. Merci. Et tu as fidélisé avec ces personnes qui sont revenues? Est-ce qu'il y a eu des mouvements récurrents avec le retour de nouvelles créations de personnes qui ont été révélées, peut-être ici? Ça, c'est quelque chose, ils sont partis. Ah oui. Ouais. Bon, ils sont présents, ils reviennent. J'avais gardé un trait d'union, si j'en revois de temps en temps, parce que j'avais gardé un trait d'union. On n'avait pas d'argent pour payer les artistes plasticiens, on manquait de... Donc ce que je faisais, c'est qu'on leur achetait une toile, une des trucs de leur exposition, où on la faisait acheter, notamment par le FRAC ou par le consortium. Donc on s'arrangeait pour que, si tu veux, ils retrouvent leur passage ici j'ai fait la bêtise de ne pas acheter celle que Ming avait fait de moi, parce que la première toile de Ming ici, j'étais dessus. Ça me ferait plaisir d'avoir ma tête à plusieurs millions aujourd'hui dessus. Oui, c'est ça, oui. Mais c'était sur le thème de la cohabitation, parce que c'était le moment, c'était en 87, c'était le moment où c'était Léotard qui était ministre de la... Qui vient de disparaître. Oui, qui était ministre de la Culture, et Lang qui n'était plus. Donc il y avait un duel entre les deux, et moi j'étais le shérif au milieu de ces deux duellistes-là. Enfin bref, on gardait ça. Hein, donc, et quand j'ai quitté l'Athénéum, parce que ils ont refusé de garder le statut associatif, j'ai dit, moi attention, si vous... Quand tu dis « il », le ministère de la Culture et l'université, à l'époque, on dit, on veut que ça devienne un service de l'université. Ça, c'est quoi, 89? Non, c'était non, c'était bien avant, c'était en 99. 99, oui, pardon. Oui, en 1999. Donc là, ils ont dit, bon, il faut que ça devienne, il faut qu'on puisse contrôler les finances de l'Athénéum, parce qu'il y a des boards et tout, donc il faut qu'on contrôle. Et donc, le ministère de la Culture a été le vote qui a fait basculer. J'ai dit, attention, vous supprimez l'association, moi je m'en vais. Parce que s'il n'y a pas une association, vous allez avoir sur les bras tous les étudiants et toutes les associations étudiantes qui vont dire ce pognon-là, il ne faut pas le donner aux artistes extérieurs, il faut le donner aux étudiants. On est aussi et puis ça transforme l'objet, ça veut dire que ça devient une entreprise lucrative. Moi, je me suis opposé à ça, quoi. J'avais toujours eu ce débat avec les étudiants. J'ai dit, les pratiques amateurs, j'ai un grand respect, on peut, et on ouvrait... l'Athénéum a certains mouvements de pratiques amateurs, c'est très important qu'on les soutienne, mais on ne peut pas mélanger une pratique amateur et une pratique professionnelle, c'est deux choses, on n'est pas sur le même registre. Ils ne voulaient pas me croire. J'ai dit, attends, un jour il y avait un festival de théâtre là, un festival de jeunes compagnies, j'ai dit, ben écoutez, on va choisissez la meilleure des spectacles que vous avez, puis vous allez le mettre au bout. Ben, ils ont choisi un spectacle, on l'a mis au bout, ça a été un désastre, un naufrage, quand ça passe à côté de théâtre de professionnels et de grands professionnels, on sent tout de suite le charme discret, mais en même temps le foutoir de ça. Bref, il y a toujours eu un combat pour dire attention, moi je suis pour intégrer les pratiques amateurs, mais attention, en respectant les contraintes de la professionnalité, qu'on intègre les deux et que les deux travaillent ensemble. Ça j'ai refait après ailleurs, dans ce que j'appelais les cyclopédies à l'IUT, on organisait à l'IUP, une énorme manifestation tous les ans, et on avait fait un jour Bascarade, ça s'appelait, sur le Pays Basque, et on a fait revenir, parce que Michel était de la phase inaugurale, Michel Portal était de
de la première séance en 83 de l'Athénéum. Et j'avais fait venir Michel Portal, bon, tout le monde le connaît, Michel j'aime bien. Moi aussi. Et je me souviens du concert. Ah oui. J'y étais. Donc il avait pleuré, pour la première fois que je l'avais vu pleurer, parce qu'il y a un technicien qui avait mis la main sur sa flûte. Ah ça, il ne supportait pas. Il avait touché la flûte, il en était malade. Bon, mais Michel a une grande sensibilité et tout. Donc Bascarade, c'était sur la culture basque. Hein. On a fait des tas de basques et tout. Et puis j'avais dit à Michel, ce serait bien, après ton intervention, est-ce que tu ne veux pas jouer avec les musiciens basques? Et tout le monde m'avait dit, t'es complètement cinglé. Michel, il a toute son éducation a été faite pour qu'il oublie le basque. Et il est arrivé sur la truc. Et il a raconté son histoire, basque et tout, et puis bon, mais il a dit maintenant allons-y, et il a commencé à jouer sur un morceau basque. Donc il est parti d'un morceau basque qu'il a déroulé, et qui a monté après en jazz, et qu'il a transformé complètement à Zazo. Je dis, voilà exactement ce qu'on voulait faire à l'Athénéum. Hein. Ouais. Dans les rencontres de l'impossible rendues possibles. Voilà, parce qu'elles s'emboîtent naturellement. Tout est une question de savoir emboîter. Mais ça dépend aussi de l'atmosphère, du cadre, de l'ambiance. Il faut se sentir en confiance, parce que c'est ça l'Athénéum. C'est d'entretenir une relation de confiance avec les artistes. Voilà. Parce qu'on ne triche pas ici, non. madame. Non, et c'est pas possible. Sinon, de toute façon, ça n'a pas d'intérêt. Ouais. Mais justement, quand tu as dit qu'il y a eu le changement de statut qui a provoqué ton départ, sachant les vertus de tout ce qui s'était déroulé auparavant, pendant les 10 premières années, même presque les 20 premières années, est-ce que tu as reçu le soutien d'artistes? Tu sais, c'est toujours ça, vu à la télé, il faut des noms. Est-ce que tu as été soutenu par d'autres artistes? Non, parce que c'était un très mauvais moment pour d'autres raisons politiques. C'est que ça c'est de 92 à... Et puis après, avec mon frère, j'étais conseiller de Jean-Pierre Soisson. Et Jean-Pierre Soisson... Mauvaise pioche. Oui et non, parce que je pense, si tu veux, que j'ai jamais eu tant de plaisir à travailler avec un homme politique. J'ai eu beaucoup plus de plaisir à travailler avec Soisson qu'avec Lang, je peux te le dire, en tant que conseiller. Hein, j'ose pas, j'en cause même pas. Soisson était un mec d'une extraordinaire culture. Extraordinaire culture. Quand il est sorti de l'ENA, il était sorti dans les premiers de l'ENA, et il avait demandé la Cour des comptes. Et à la Cour des comptes, il avait demandé l'inventaire des musées. Donc il s'est occupé des... Non, c'était un très fin, un excellent connaisseur de culture, un grand amateur de la Bourgogne, hein, et le Bourgogne aussi. Pas pour les dire, mais beaucoup. Et c'était un homme qui m'avait appris beaucoup de choses. J'ai fait sa connaissance en 1974. Donc ça remontait à un moment où on se lançait dans ce truc-là. Il était ministre des universités, justement, donc j'avais eu quelques connaissances. Et surtout, j'avais fait sa connaissance parce qu'on avait fait une grève, on n'était pas titulaires, les assistants à l'époque, on avait fait une grève pour la titularisation. On demandait le statut de titulaire. Donc on avait bloqué les copies d'examen et on les avait emmenées chez nous. Ça n'avait pas été très bien perçu. C'était très violent, donc le ministre dit qu'il va nous recevoir. Bon. On arrive donc dans le bureau du ministre à Paris, chez Soisson. Il me regarde, il dit, qu'est-ce que vous voulez exactement? Vous voulez la titularisation? Vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez jamais. C'est bien, c'est clair, c'est net. Temps de silence, et Soisson qui reprend. Mais si je vous donne le renouvellement automatique sans limitation de durée, est-ce que ça pourra vous aider? Et clac, emballé, terminé, la grève était finie tout de suite. Donc c'est-à-dire qu'il y avait un sens de partout où il allait en tant que ministre. Il était naturellement ministre, toi. Il y a des gens, ça fait poussif quand ils deviennent ministres. Ça leur monte à la tête. Lui, pas du tout. Il arrivait, il s'attendait dans les bureaux, c'était sympa. Et tout. Et ce qu'ils lui ont fait, le mauvais procès qu'ils lui ont fait en 1998. C'est avec le FN. Voilà. Mais oui, il n'a jamais donné le moindre gage au FN. Jamais. Et non, ce qui s'est passé, c'est que, bon, moi, j'étais contre ça. Mais il m'a demandé, et ça c'est important par rapport à... il m'a dit, Claude, moi, la culture est complètement bloquée parce que les gens sont contre et tout, et je ne peux pas traiter un dossier. Est-ce que tu veux bien... je te file tous les dossiers, tu les traites, tu me les fais passer, et après... J'ai dit OK, j'ai fait un comité, il m'a donné les 400 dossiers, il est venu à la première séance, il m'a dit faites comme vous voulez, et je te fais confiance, puis je l'ai pourvu. J'ai traité les 400 dossiers, je les ai donnés, j'ai donné Piret, qui était avec moi là-dessus, j'ai dit tiens, voilà tes dossiers,
Il a appliqué ça scrupuleusement, doublé la subvention de café charbon et de verre qui était chassée par les fêtes. Voilà. Et donc, si tu veux, j'ai toujours. Voilà. Et ça m'était beaucoup reproché. On m'a dit, t'as soutenu Soissons, t'as soutenu le Front National. Donc à ce moment-là, j'étais en position faible, tu vois, donc sur le plan du débat par rapport à ça. Et donc, j'ai pas été soutenu là-dessus. Mais à la limite, si tu veux, ils voulaient faire un service technique. Ils ont fait un service. Bon, ça n'a pas été brillant ça a été une catastrophe pendant 2 ou 3 ans, c'était une directrice. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a dissous l'association, et elle a foutu tout le matos de l'association en salle des ventes, y compris les toiles des artistes. Non. Mais au profit de qui, alors? Pour l'université. Mais de toute façon, elle s'en foutait, elle a foutu ça en salle des ventes. J'ai donc envoyé un émissaire discret, et j'ai racheté toutes les toiles. Donc tu as un musée chez toi? Non, j'ai réparti. J'en ai mis dans les pièces, pas comme ça, j'en ai dans mon bureau. Là, par exemple, pour les fêtes de l'inauguration, on va ramener la dernière toile peinte par Valère Novarina avec Marcon, que j'avais acheté, qui était là, donc quand il avait peint à l'Athénéum sur le paysage parlé, l'entrée de l'homme pour la 2 dernières fois, et on va la mettre dans le hall de la maison de l'université. Voilà, donc c'était, il y a eu ces trucs-là. Et après, donc, si tu veux, ça a un peu balbutié, et puis ça s'est bien remis, là, Là, ils ont trouvé une formule, et ça tourne. Ils sont revenus un peu à l'idée qui était vraiment d'en faire un lieu de vie. Ça vit bien, il y a du monde. Tu as remarqué, il y a des étudiants qui viennent tout le temps, c'est bon, ça me fait chaud au cœur. Pour résumer, l'Athénéum est un objet culturel, mais c'est un objet politique aussi. Ah, ça a été un objet politique majeur. Hein, et donc, en plus, si tu veux, naturellement, les gens disaient que. Et les étudiants disaient qu'ils allaient pouvoir piquer toutes les subventions, tout ça, et que ça allait être le bon moment. Et qu'à l'Athénéum, ça allait être leur truc. Voilà, et ça n'a pas été le cas. Donc ça, il faut remercier les présidents de l'université qui sont venus après. Et, voilà, surtout les 2 derniers, là, ils ont bien aidé à relancer la machine et à la soutenir financièrement. Fin de la 2e séquence.